C'est parti. Bon, bonjour à tous. Donc, Bonjour. nous allons, alors à trois voix, je vais vous expliquer qui intervient. Et on verra. Oui, quand on aura un peu avancé. Donc, deux voix en présentiel et une voix à distance. Alors, le sujet sur lequel nous allons déjà poser un certain nombre d'éléments et puis ensuite débattre, concerne donc le fameux Bitcoin ou Bitcoin pour les histoires de rire. Et la question que nous nous sommes posée, c'est de quoi le fameux Bitcoin est-il le nom? Alors, pour recadrer un peu ce sujet-là, il faut savoir que les crypto-monnaies ne sont pas pour nous un objet de recherche, en tout cas pour les économistes. Pourquoi? Parce que, il y a un relatif consensus au sein de la communauté, quel que soit le courant de pensée d'ailleurs, sur cet objet. Alors, consensus qu'il faut souligner parce que c'est très rare. Hein, en général, les économistes passent leur temps à se disputer entre eux. Ben là, non. Donc, c'est un bon sujet. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'interrogation en suspens et on ne va pas révolutionner la théorie monétaire. Voilà, il y a des perturbations. La théorie monétaire cette nuit. Alors, ce Bitcoin, malgré tout, il est intéressant parce que il entre parfaitement dans les préoccupations de Chrome, de l'équipe Chrome qui s'intéresse aux risques chroniques et émergents. Et en matière de Bitcoin, il y a un véritable risque pour les porteurs, donc pour les acheteurs, et certains économistes, dont Joseph Stiglitz, donc, qui a eu le prix Nobel en 2001 et qui est un ancien directeur de la Banque mondiale, préconisent que cet objet financier soit interdit. Alors le péril n'est pas que financier, on va le voir, le péril il peut aussi être envisagé sous un angle environnemental, avec le fameux minage. On verra tout ça. Et il peut être envisagé aussi sous un angle juridique, avec le problème de blanchiment, de fiscalité et d'escroquerie. Alors, pourquoi on a choisi ça? Puisque ce n'est pas un objet de recherche, mais parce qu'on pense que ça a des vertus pédagogiques à destination des étudiants, mais également du grand public. Alors pourquoi on prend ces précautions-là et pourquoi il nous semble intéressant d'alerter? Eh bien parce qu'on peut observer sur les réseaux sociaux, plus que sur les médias d'ailleurs en général, hein, un lobbying très actif, si ce n'est agressif, de la part d'une nébuleuse, qu'on ne cerne pas toujours, qui a souvent des pseudos d'ailleurs, et qui ne compte en son sein, a priori, guère d'économistes, mais plutôt des juristes ou des informaticiens. Et donc, cette nébuleuse vante les mérites d'un actif qui a besoin, évidemment, d'une masse d'épargnants pour pouvoir prospérer. Alors, le Bitcoin, vous avez dû le voir hein, sur les réseaux sociaux, c'est jeune, c'est moderne, c'est démocratique, c'est la liberté, c'est l'absence de contraintes, c'est s'affranchir de tout, de l'État, des boomers qui s'enrichissent sur le dos des jeunes, etc. Donc, tout ça a été tissé aussi d'un jargon très pseudo-savant, qui essaye de reproduire des discours d'économistes, en tout cas de gens qui font de la modélisation souvent. Et tout ça est fait avec assez peu de pédagogie, hein, le jargon participe de l'affaire, et souvent ça rappelle les présentations qu'on pouvait voir à une époque, présentations à la fin du journal télévisé, des prévisions de la bourse, où on entendait des trucs assez drôles, ça monte, ça descend, il y avait toujours des explications, c'était assez fumeux, et c'était très drôle. Donc ça rappelle un peu tout ça. Alors si on se met en travers du chemin du Bitcoin, on est vieux, on est ringard, on est coincé, on est autoritaire et on n'est pas loin de la dictature, évidemment. Alors je tiens à préciser que la macroéconomie monétaire, c'est sans doute un des pans de l'économie qui est le plus compliqué
parce que c'est extrêmement abstrait, c'est complexe, et on ne peut pas appliquer les fameux j'observe, j'en déduis que nos collègues scientifiques adorent, tout simplement parce que ce qui se passe est inobservable et ne peut être analysé qu'avec des théories préalables. Ça ressemble un peu à la physique de ce point de vue-là, et c'est assez difficile. Donc c'est pas très étonnant que l'usage qui est fait de ce genre d'instrument soit fait dans des conditions qui ne sont pas très adaptées. Alors tout le monde n'a pas eu l'honneur et le privilège d'avoir les enseignements de Bernard Schmitt, comme c'est mon cas. Bernard Schmitt, c'est celui qui a initié la macroéconomie monétaire quantique. Il a fait une partie de ses études à Cambridge, et quand il est rentré au CNRS ensuite, il a obtenu 2 médailles d'or, donc l'une en 61 et l'autre en 73 pour ses travaux sur la monnaie. Et donc je tiens à lui rendre hommage, puisque quand on assistait à ses cours, on avait vraiment l'impression d'assister à quelque chose d'important. On rencontre assez peu de personnages de cette envergure dans ses études universitaires. Alors le choix aussi de ce bitcoin, c'est qu'on peut montrer avec un objet particulier que l'on peut faire une lecture pluridisciplinaire et on peut converger dans la même direction, même si on n'a pas les mêmes outils, même si on n'a pas les mêmes méthodes et même si on n'a pas les mêmes types de stratégies. Donc nous aurons trois débatteurs, donc Guilhem Bartolotti qui est ici, qui est historien du droit. Alors il a une double posture, à la fois histoire et droit, donc c'est très intéressant de ce point de vue, et ses approches sont très importantes pour comprendre les phénomènes monétaires. Le second, c'est Stéphane Bussard, qui est caché là-bas avec son casque, qui lui est économètre, et puis donc moi-même qui suis plutôt économiste. Alors on aurait pu convier un anthropologue, un psychologue, il y a beaucoup d'autres disciplines qui sont intéressées par cette affaire. Donc les questions dont on va traiter sont les suivantes. Qu'est-ce que ce fameux bitcoin? Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est pas une monnaie? Si c'est pas une monnaie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est si démocratique que ça? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça permet de réaliser une création de richesse? Est-ce que ça permet aussi de répartir de manière juste la richesse qui est créée? Alors, je vous rappelle que l'économie, c'est précisément ce qui permet, c'est la discipline qui permet d'analyser la création de richesse et sa répartition. Donc, nous allons rentrer dans cette définition, dans cette perception du fameux bitcoin. Alors, il apparaît en 2008 à la faveur de la crise financière et il est porté par un dénommé Satoshi Nakamoto. Alors, on ne sait pas qui c'est, ce Satoshi Nakamoto. On ignore tout de lui, alors on pense que c'est peut-être un groupe de personnes. Chacun spécule sur son personnage. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'écrit pas en japonais en dépit de son patronyme. Il y a beaucoup de gens qui se revendiquent en disant qu'ils sont Satoshi Nakamoto, je ne vais pas dire de bêtises. Et ce qui est rigolo, c'est que ce sont toujours des hommes qui revendiquent le fait d'être Satoshi Nakamoto. Alors, le bitcoin, c'est une unité de compte virtuelle qui est stockée sur un support électronique et qui permet à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services, donc sans recourir à la monnaie légale.
Donc tout ça fonctionne avec un système décentralisé, sans intermédiaire. Donc il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'État qui interviennent dans cette affaire. On fait tous les échanges de pair à pair et il n'y a pas de règles qui concernent l'émission. Donc ce fameux Bitcoin, il est généré sur la base d'un algorithme et il est important, et on reviendra là-dessus, je pense, à plusieurs reprises, de ne pas mélanger la technologie qui permet la fabrication, l'utilisation du Bitcoin, qui est le blockchain, et ce qui est véhiculé, donc cet objet particulier. Alors, il faut savoir que la philosophie qui sous-tend cet objet particulier, c'est une philosophie qui doit beaucoup à un courant qu'on appelle le courant libertarien. Le courant libertarien, c'est différent du courant libéral, c'est un courant qui est très développé aux États-Unis, même si on peut trouver des racines de ce courant en Belgique ou en France notamment. Alors, ce courant, il postule que chacun doit exercer son plein droit de propriété sur lui-même, ainsi que les droits de propriété qu'il a légitimement acquis sur des objets extérieurs. Donc, même s'il y a des nuances, évidemment, hein, ce n'est pas un bloc uniforme, on trouve des nuances. En tout cas, sont bannis l'État, les impôts, la redistribution, tout ce qui est politique publique et fonction publique. La monnaie est neutre et elle ne sert qu'aux échanges. Alors, on ne va pas rentrer dans des débats théoriques en différenciant les courants libéraux, marxistes, keynésiens, etc. Simplement, et on reviendra sur ces histoires de définition, la monnaie, elle se caractérise par trois éléments principaux. Elle doit servir au calcul économique, elle doit servir de moyen de paiement et elle doit servir de réserve de valeur. Alors, pour ce qui est du calcul économique, l'idée qui est derrière, c'est que cette monnaie, quand on a une monnaie, on doit pouvoir évaluer le prix de tous les biens avec cette monnaie. C'est une unité de compte, on l'a dit, et on doit pouvoir mettre en relation des éléments qui sont complètement hétérogènes. Et donc il y a un anthropologue célèbre qui s'appelle David Graeber qui dit « Ce que nous appelons monnaie n'est absolument pas une chose, c'est une façon de comparer les choses mathématiquement, proportionnellement. » Et donc, pour lui, la monnaie, elle est aussi ancienne que la pensée humaine. Dès lors qu'on a été en situation de faire des comparaisons, eh bien, on a eu besoin de monnaie. Deuxième caractéristique, on a dit que c'était un moyen de paiement. Alors, cette monnaie, elle est censée pouvoir s'échanger contre tous les autres biens. Donc, c'est un instrument de paiement et on parle à cet égard d'équivalent universel. Ça, c'est un élément très important. L'équivalent universel qui, en général, ça marche mieux comme ça, doit être accepté par tous et partout. En tout cas, ceux qui sont dans l'ensemble, qui utilisent la monnaie en question. Et cela en toutes circonstances. Et dès lors qu'il y a un transfert de monnaie, eh bien, il va y avoir extinction d'une dette. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement un moyen d'échange, ça va beaucoup plus loin et ça permet beaucoup plus de choses. Alors, pour que les individus acceptent que tout ça se passe, eh bien, il faut un consensus social. Il faut qu'il y ait une croyance que quel que soit le moment, je vais pouvoir échanger, je vais pouvoir utiliser ma monnaie pour acquérir un bien, quel qu'il soit. Donc ça veut dire qu'il faut
que règne une confiance. Et cette confiance, elle est basée sur le fait que l'État et les banques vont garantir l'actif en obligeant donc l'ensemble des acteurs économiques à accepter la monnaie en lui donnant un pouvoir, et ce pouvoir, on le qualifie de libératoire et légal. Donc libératoire, ça veut dire qu'on ne peut pas refuser pour éteindre sa dette de recevoir de la monnaie. Et donc, en partant de cette confiance et de ce consensus social, on va arriver au point de vue de l'historien du droit qui va nous expliquer ce que représente cette monnaie dans une société, comment elle participe à son fonctionnement culturel et comment elle fonde tout bonnement une civilisation. Donc Guilhem, je te laisse la parole. Très bien, donc comme l'a indiqué Véronique Thirault, c'est moi qui me chargerai de fournir quelques perspectives historiques sur ce que représente la monnaie historiquement, et en particulier, dans un premier temps, la valeur économique et la valeur juridique de la monnaie. Alors, je vais beaucoup parler de l'Antiquité, c'est ma marotte, puisque je suis antiquisant. Ne m'en voulez pas pour cette plongée dans un passé très ancien. Et pour répondre en fait à cette question, pour présenter la question de la valeur économique, de la valeur juridique de la monnaie, il faut convoquer notamment la philosophie grecque, d'une part, et d'autre part le droit romain. Pour ce qui est de la philosophie, il y a dans la philosophie grecque un idéal qui est partagé par beaucoup, qui est celui de la modération, de la juste mesure, ce que les Grecs appellent la sophrosiné. Et à travers cette juste mesure, il y a eu, très tôt, dans la philosophie grecque, une critique de l'accumulation de richesses, une critique finalement du détournement de la monnaie qui en vient à être recherchée pour elle-même et non plus comme un instrument de médiation, comme cet équivalent universel que Véronique Thirault a mis en avant tout à l'heure. Et en particulier, au VIe siècle avant notre ère, on a par exemple un poète qui s'appelle Théognis de Mégare, qui dit, je le cite, « Ceux qui aujourd'hui ont le plus en convoitent le double, la richesse devient chez l'homme folie. » Mais c'est surtout 2 siècles plus tard, chez un grand philosophe qui a fait l'objet du jeu tout à l'heure, une réponse au jeu tout à l'heure, qui est Aristote, qui fournit une véritable théorie d'économie politique et qui en vient à expliquer finalement, via cette théorie d'économie politique, ce que peut représenter la monnaie dans la société grecque de l'époque et comment peut fonctionner sa perversion. Et on le verra, il en viendra notamment à influencer un autre économiste et un autre philosophe qui est Marx plus tard. Et Aristote parle de la crématistique. Il invoque ce qu'on parle, quand on parle de crématistique chez Aristote, c'est une théorie qui est celle de l'art d'acquérir des richesses. C'est-à-dire, crémata en grec, les biens, l'argent, et il en vient à distinguer la bonne crématistique de la mauvaise crématistique, sur le critère, qui est une distinction selon lui, de la nature. La bonne crématistique, selon Aristote, c'est simplement l'art d'acquérir des richesses dans le cadre de la communauté familiale ou de la communauté civique, selon des besoins naturels, selon ce cadre de la modération, de la juste mesure, que j'ai évoqué précédemment. Et dans ce cadre-là, cela répond donc à un ensemble de besoins naturels. Simplement, Aristote considère également qu'il existe une mauvaise crématistique, qu'il existe donc une perversion possible de cette bonne crématistique qui fonctionne sur des besoins naturels par le détournement de l'usage de la monnaie. En particulier, il considère que la monnaie ayant été introduite comme instrument de médiation entre les hommes, eh bien, en vertu de ses qualités propres, on en est venu à la rechercher non plus pour ce qu'elle permettait, donc cet instrument de médiation pour l'échange, mais comme un principe et une fin en soi. Donc on en est venu, explique Aristote, à contrevenir finalement à cette idée de besoin naturel. Et, explique-t-il, et c'est pour ça que c'est pour lui la mauvaise crématistique,
il considère qu'il est absurde de rechercher la monnaie et l'argent pour elle-même, puisqu'elle n'a de valeur que conventionnelle. Elle n'a de valeur que ce qui est prêté, finalement, par la société, par l'homme, dans le cadre des échanges. Et donc, on voit qu'il y a eu des critiques dès la Grèce antique sur la question de l'accumulation des richesses, critiques finalement qui ont pu être reprises d'ailleurs beaucoup plus récemment par un certain Karl Marx qui va s'appuyer sur cette idée crématistique d'Aristote. Ça c'est pour la question de la philosophie grecque. Et ensuite une question plus technique qui est celle du droit romain en particulier. Et pour cette question-là, j'évoquerai deux exemples rapidement. D'abord celui qui est un morceau de bravoure en matière de technologie, qui est un extrait du juriste Paul, qui est un juriste romain du début du IIIe siècle de notre ère, de l'époque sévérienne, qui en vient à expliquer comment la monnaie s'est créée, à quel besoin elle a pu répondre, et finalement, en quoi est-ce qu'elle en est venue à influencer le droit. Il dit, et il débute son récit en indiquant que toute vente et tout achat a ses origines dans l'échange ou le troc, la permutatio en latin. Et initialement, il n'existait pas, précise-t-il, de terme pour désigner les marchandises, pour désigner le prix. Et donc, l'échange était effectué entre des produits qui étaient jugés inutiles ou qui étaient jugés abondants. Simplement, les parties en seraient venues, à un certain point, à ne pas s'entendre sur le processus de l'échange, et de cette mésentente serait né le besoin d'une monnaie, d'un intermédiaire, appuyé et contrôlé par la puissance publique, par la puissance politique, et qui offrirait une valeur stable et un moyen d'échange constant. Et donc les valeurs échangées ne sont plus des marchandises, et l'une d'elles prend le nom de prix. Et Paul, le juriste Paul, donc on connaît son récit via les compilations juridiques, via le meilleur de la sélection du droit romain qui a été fait au VIe siècle de notre ère. Eh bien, il indique qu'à l'époque où il écrit, au début du IIIe siècle, il est douteux, par exemple, de parler de vente dans le cas de l'échange, il prend un exemple, le cas de l'échange d'une toge et d'une tunique. Y a-t-il dans ce cas-là une vente? Il cite deux écoles de juristes qui décrivent tour à tour finalement une opinion opposée. Et il en vient à s'appuyer sur la deuxième école qui considère qu'il y a vente, tout simplement parce que dans une vente, on peut discerner la vente et l'achat, on peut discerner le vendeur et l'acheteur, parce qu'il existe un prix et un objet. Donc la monnaie, exprimée dans un prix, permet de caractériser un contrat majeur, c'est quelque chose qui va perdurer dans toute l'histoire juridique occidentale, permet de distinguer un contrat qui est le contrat de vente. Donc on voit que la monnaie sert d'identification et sert dans le droit d'identification d'un contrat majeur qui est le contrat de vente. Par ailleurs, on voit aussi que la monnaie, dans le droit romain, a une perspective étymologique qui est le terme de pecunia. L'argent est exprimé en latin via le terme de pecunia, et le terme de pecunia est dérivé de pecus, qui signifie le bétail. Donc on comprend que finalement, la propriété du bétail dans une société agricole, comme était la société romaine dès le début de la République, eh bien, a préexisté aux échanges qui pouvaient inclure ce même bétail. Et donc, Paul considère que le contrat de vente repose sur le prix et qu'il ne peut pas y avoir d'échange de biens, par exemple, comme avait pu le distinguer la première école de juristes qui cite et qui évoquait notamment l'exemple d'Homère, l'exemple de l'armée grecque, qui était venue pendant la guerre de Troie à échanger du vin contre des esclaves, du fer, du cuivre. Donc lui réfute cette idée de achat sans monnaie, sans prix, sans numus en latin. Ça c'est le premier exemple que je peux citer. Le deuxième exemple, qui est un exemple plus récent, est celui d'une controverse qui est intervenue au IIe siècle de notre ère et qui est relatée par un
grammairien, un auteur, un juriste romain également, qui s'appelle Olugel, et qui parle d'une controverse intervenue entre un philosophe et un juriste, entre Favorinus d'Arles, le philosophe, et Africanus, le juriste, sur la question de la loi des 12 tables, qui est un ensemble législatif du 5e siècle avant notre ère. Et Favorinus critique cet ensemble législatif pour être tantôt trop sévère et tantôt trop laxiste. Et lorsqu'il parle du laxisme, il se réfère à un élément en particulier qui est la réparation du dommage, qui est la réparation de l'ignoria en droit romain. Et pour la réparation de l'ignoria, la loi des 12 tables fixait, donc au 5e siècle avant notre ère, 25 as de réparation. Sauf que Favorinus se réfère à un autre juriste qui cite un exemple connu, une anecdote, d'un chevalier romain qui se balade dans les rues de Rome, à la fin de la République, et qui s'amuse à frapper, avec la paume de sa main, les passants, en étant accompagné d'un esclave, et en demandant à cet esclave d'indemniser, tout simplement, via 25 as, les victimes. Et il considère que cette somme, à l'époque, est absolument dérisoire, compte tenu qu'elle a été érigée au 5e siècle, et qu'à la fin de la République, la valeur n'est plus la même. Et c'est ce qui a déterminé, conclut-il, à Rome, la perspective d'une rédaction dans l'édit du prêteur, dans ce texte procédural d'un magistrat romain, d'une estimation. Et donc, ce à quoi il fait référence ici, c'est la dépréciation monétaire, qu'il vient tout simplement à ignorer. Mais ce phénomène dont il parle et qui a une importance pour le droit, c'est le phénomène de la dépréciation monétaire. Donc voilà pour ces deux exemples dont je peux parler. Je pense qu'on peut interrompre la partie juridique pour revenir sur la partie culturelle et politique ensuite. Oui, ce qu'on peut voir dans ce qu'on a énoncé par rapport à la monnaie et ce que tu viens d'expliquer, c'est que cette monnaie, ça n'est pas qu'une construction économique, c'est une construction politique avec une dimension sociale qui est forte, et on pourrait envisager certaines monnaies en disant qu'elles ont un peu du mal à s'appuyer sur un peuple et à avoir parce qu'il n'y a pas de citoyenneté forcément affichée. Donc cette monnaie, ça n'est pas qu'une marchandise, c'est aussi un lien social, une garantie et quelque chose que l'on va désirer en tant que tel. Donc la question qu'on s'est posée ensuite, c'est finalement est-ce que c'est démocratique, puisque derrière tout ça, on voit bien qu'il y a la question du peuple et qu'il y a cette question de confiance. Donc là, je te repasse la parole sur cette question démocratique, puisque c'est éminemment l'histoire qui a des réponses. Effectivement, l'autre nom du Bitcoin, après les surnoms qu'on lui a donnés, c'est le surnom de monnaie du peuple. Sauf que lorsqu'on en creuse un peu, lorsqu'on en regarde, on s'aperçoit que c'est une monnaie qui n'est d'aucun pays, en vérité, et qui n'a aucun contrôle politique. Donc il est intéressant d'évoquer l'idée, finalement, à travers l'histoire, du rôle de la monnaie dans la souveraineté et dans l'indépendance politique des nations, l'indépendance politique des pays. Parce que c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire politique. La monnaie joue un rôle de marqueur d'indépendance et de vecteur de souveraineté politique. Et c'est double, c'est social et culturel, et c'est ensuite politique. C'est social et culturel parce que, pour poursuivre dans l'analyse de l'Antiquité, eh bien, on voit que dans l'Antiquité, la monnaie sert de discriminant pour sélectionner, tout simplement, les classes politiques, les détenteurs du pouvoir. Par exemple, l'accès à certaines classes à Rome, l'accès à la classe équestre, à la classe des chevaliers, se faisait via la possession d'une somme colossale qui était celle de 400 000 sesterces. L'accès aux magistratures et aux sacerdoces dans les cités, également, se faisait via le débours d'une somme nécessaire par le nouveau magistrat ou le nouveau prêtre. Donc on voit que la monnaie sert de discriminant pour l'accès aux charges politiques. Ensuite, on sait que c'est un élément culturel parce que la monnaie, dans le cadre de la numismatique notamment, dans l'étude des monnaies,
permet de se rendre compte que la monnaie est un élément de représentation, est un élément d'imagerie politique. Via la monnaie, on a la représentation de vertu, on a la représentation de divinité, on a la représentation de souverain, on a la représentation d'événements politiques qui ont eu lieu. Et donc la numismatique, l'étude des représentations monétaires, permet de savoir ce que la monnaie a pu représenter à un moment particulier de l'histoire. Donc la monnaie a une symbolique forte. Et cette symbolique forte, elle est d'autant plus rattachée à l'imagerie, je le disais, politique, et donc au domaine, à la dimension politique. Et en particulier, là cette fois-ci je vais changer de période, parce que dans l'Antiquité, on trouve l'idée de souveraineté rattachée à la monnaie, il y a une question d'autonomie que l'on retrouve notamment dans les cités qui frappent monnaie, mais les cités avaient assez peu tendance à frapper monnaie. C'est vraiment à partir du Moyen-Âge que l'on retrouve cette idée que Jean Carbonnier a appelée l'effigialisme, c'est-à-dire le fait de faire présenter sur une monnaie l'effigie du souverain. Et donc, tout à l'heure, on parlait d'un élément démocratique, entre guillemets, d'un élément populaire de la monnaie. Et en réalité, si on regarde et si on considère ce qu'est véritablement la monnaie, c'est-à-dire un bien fongible, eh bien, on peut considérer que le peuple a, dans son entièreté, dans sa collectivité, une sorte de droit de propriété éminent sur une monnaie en tant qu'objet politique. Donc finalement, si on regarde aujourd'hui les monnaies actuelles, par exemple le bitcoin ou l'euro, eh bien cette notion finalement d'identification à un souverain, à des images nationales, à des valeurs nationales, n'a pas disparu, mais en tout cas c'est fortement estompé. Et au Moyen-Âge, on peut retrouver plusieurs éléments en fait, qui parlent de cet élément. Par exemple, on a un élément important, dans le christianisme médiéval, on fait référence au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a un élément qui est symboliquement, me semble-t-il, intéressant, c'est la fameuse phrase, vous savez, « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Et cette phrase est prononcée dans un contexte monétaire, dans le contexte d'une monnaie qui est frappée à l'effigie du César, qui était à l'époque le deuxième empereur, qui est Tibère. Donc on a, dans le contexte religieux, dans un contexte symbolique, vraiment un fort symbole de l'effigie du prince, de l'effigie du souverain. Au Moyen-Âge, en particulier, donc, la souveraineté est liée au fait de battre monnaie. On sait que les rois de France, par exemple, ont tout de suite, lorsqu'ils ont conquis différents territoires, cherché à émettre une monnaie. Par exemple, lorsque Philippe Auguste en est venu à conquérir la Normandie, il a tout de suite mis en usage la monnaie royale, parallèlement aux monnaies qui existaient. On sait également, et puis c'est un exemple que j'ai relevé qui m'a semblé intéressant, qu'il a existé dans l'histoire, tout simplement, une monnaie anglaise, une monnaie britannique, qui a pris le nom de souverain, de sovereign, et donc qui explique vraiment et qui montre vraiment d'un point de vue symbolique la valeur de la monnaie, la valeur politique de la monnaie, qui a été frappée pour la première fois à la fin du XVe siècle, en 1489, sous le règne d'Henri VII, mais qui n'a pris sa valeur finalement fixe d'une livre sterling qu'en 1817, après la victoire, malheureusement, sur Napoléon, qui est intervenu. Et, chose intéressante, eh bien, parmi ces monnaies qui ont été frappées à ce moment-là, et qui ont été émises à ce moment-là, donc en 1817, après la victoire sur Napoléon, eh bien, elles symbolisaient Saint-Georges terrassant le dragon, avec une double symbolique, Saint-Georges étant le saint patron d'Angleterre, qui symbolise l'Angleterre, il symbolise aussi le roi de l'époque, qui est Georges III, et le dragon, c'est la France et c'est Napoléon. D'autant plus qu'on a eu tendance à faire une réductio ad monstrum à l'époque, puisque Napoléon, on a également appelé l'ogre. Donc finalement, on voit dans cette symbolique une place forte qui est occupée par la monnaie. Et enfin, dernier élément sur lequel je pense qu'il est nécessaire de s'arrêter pour comprendre aussi cette valeur qu'a occupée la monnaie. Tout à l'heure, on a parlé de confiance, et la confiance est très importante. La monnaie a un rôle fiduciaire très important. C'est ce qui explique que dans l'histoire, par exemple, il y a eu un crime en particulier, qui existe encore de nos jours, qui est le faux monnayage, qui a été puni parfois très sévèrement, parfois de la peine de mort, notamment,
Et encore aujourd'hui, il est intéressant de remarquer que dans le code pénal, eh bien, le faux monnayage est compris dans un titre qui est celui des atteintes à la confiance publique. Donc finalement, le faux monnayage est quelque chose qui altère le lien social, qui altère, si vous voulez, si on part sur cette piste-là, le contrat social, et donc la relation entre les individus, via la question de la monnaie. Et donc, on voit que la monnaie, c'est une croyance, on voit que c'est le cas depuis l'Antiquité, et si on prend, donc si j'en reviens à ces deux exemples que sont l'euro et le bitcoin, on peut se demander, est-ce que dans l'euro, finalement, il y a toujours cette question de souveraineté qui existe, puisque, en quelque sorte, cela rend caduque la définition classique de la souveraineté depuis Jean Baudin jusqu'au XXe siècle et Marie Malberg, puisque la souveraineté monétaire, qui est une des facettes de la souveraineté générale, si j'ose dire, a disparu. Et pour le bitcoin, finalement, on ne peut même pas parler d'idée de souveraineté, puisqu'il n'y a aucun contrôle monétaire. Donc, je pense que Véronique Thiraud pourra développer ce point plus en détail, mais cette absence d'intermédiaire, cette absence finalement de contrôle politique, fait qu'il est difficile d'évoquer la stabilité d'une monnaie comme le bitcoin. Donc on l'aura compris, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ce qu'est une monnaie et à cet objet particulier. Donc ces questions, c'est que puis-je acquérir avec cet actif, puisqu'on voit bien, ce n'est pas une monnaie, hein, c'est un actif financier, auprès de qui? On ne sait pas, on n'a pas d'identité. Quelle est sa réalité économique? On voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Comment cet actif s'intègre dans les circuits économiques? Quelles sont les garanties qu'on peut revendiquer si le fonds disparaît du jour au lendemain? Comment on peut contrecarrer ce qu'on appelle en économie des chocs exogènes, hein, qui sont souvent des informations? Alors on voit, je crois que Stéphane reviendra sur cette affaire, dès qu'Elon Musk tousse, le cours se met à partir dans tous les sens. Vers qui on peut se tourner quand la plateforme est piratée, ce qui arrive assez souvent et on le verra là aussi. Alors il y a une affaire récente, là, Polynetwork, je ne sais pas si vous en avez entendu, c'était la semaine dernière, de piratage d'une plateforme où le pirate a finalement rendu l'argent. Et soi-disant que sa démarche était liée au fait de dénoncer des failles de la dite plateforme. Bon, le hacker éthique, comme c'est appelé dans le milieu, n'existe pas souvent et on peut se demander qui se cache derrière tout ça. Donc les économistes, de manière générale, ne sont pas très intéressés par cet actif et alertent donc sur les dangers qui sont nombreux et variés. Et donc certains n'hésitent pas à dire que c'est une bulle, on viendra aussi sur ces définitions, que le prix peut descendre jusqu'à arriver à zéro, et donc on peut se trouver affronté à de nombreux problèmes. Alors, si ce fameux Bitcoin, ce n'est pas une monnaie et que ça n'a pas de valeur intrinsèque, on l'a bien compris, eh bien, on peut se demander malgré tout de quoi il s'agit et pourquoi ça s'échange sur des marchés financiers. Et donc là, nous allons faire intervenir Stéphane qui doit trépigner et qui va nous parler donc des marchés financiers et de la manière dont cet actif fonctionne sur ces marchés en question. Vous m'entendez? Très bien. Alors super. Alors, en ce qui concerne ce qu'on vient de dire sur la monnaie, on l'a compris, le Bitcoin, c'est pas une monnaie, c'est un crypto-actif. Donc en fait, il va s'échanger sur des plateformes et on peut considérer aujourd'hui que c'est un actif hautement spéculatif qui nous permet de miser à la hausse ou à la baisse dessus.
Et comme le disait Keynes, en fait, si on mise sur des actifs qui n'ont pas de valeur sociale, ça veut dire qu'on ne contribue pas à l'économie, à la croissance économique, parce qu'en principe, on doit acheter des actions, des actifs, par rapport à des entreprises qui ont des projets intéressants, et puis si ces projets sont intéressants, ça va lever des bénéfices, et puis l'actionnaire sera rémunéré. Mais là, par contre, on se rend compte que le Bitcoin, ou les crypto-monnaies d'un point de vue général, il en existe à peu près 11 000, elles ne permettent pas réellement d'investir dans des entreprises, même si, assez récemment, on a compris qu'on pouvait les utiliser aussi pour lever des fonds et pour aider les startups à se développer. Alors avant de venir sur les marchés financiers, juste dans ce tableau, on vous a mis une petite différence pour comprendre la différence qui existe entre les monnaies électroniques et les monnaies virtuelles. En fait, on considère souvent que le Bitcoin et puis les autres crypto-actifs sont des monnaies électroniques. En fait, non. Une monnaie électronique, c'est une monnaie comme votre carte bleue, comme le moyen de paiement PayPal, comme une carte de débit. C'est quelque chose qui est fixé sur une unité de compte. En fait, le Bitcoin, on peut l'évaluer par rapport au dollar, mais l'unité de compte du Bitcoin, c'est le Bitcoin lui-même. On peut le diviser en 100 millionièmes d'unités, donc on en revient à un Satoshi, mais en fait, il n'a pas de valeur intrinsèque, il n'a pas d'unité de compte propre. Alors l'offre de monnaie, elle est limitée, elle dépend du dispositif. Donc là, actuellement, vous avez à peu près 21 millions de bitcoins qui circulent. Donc on peut en avoir, mais c'est complètement fixe et puis ça va dépendre de celui qui l'a créé. Il n'y a aucune garantie. L'autorité des marchés financiers ne garantit pas du tout ce crypto-actif, même si certains pays, actuellement, il y a un pays qui vient d'adopter, qui est le Salvador, et qui considère qu'on peut fixer le prix des biens par rapport à ce crypto-actif. Et malheureusement, ça veut dire que le prix des biens va être extrêmement volatile. Donc il y a plein de risques qui émanent en fait des crypto-actifs. Alors pour la monnaie traditionnelle ou électronique, il y a juste un risque opérationnel, c'est-à-dire que si le dispositif électronique est défaillant, ça peut causer des troubles pour les acheteurs et pour les vendeurs. Par contre, pour les crypto-actifs, vous avez des risques de liquidité parce que la valeur de l'actif peut augmenter, peut diminuer. Vous avez aussi des risques opérationnels, vous avez de l'insécurité juridique, vous avez de l'insécurité sur Internet, de la cybercriminalité. Donc il y a pas mal d'aspects négatifs tout de même. Alors dans le slide suivant, je reviens sur les marchés financiers. Alors vous voyez à gauche, lorsqu'Elon Musk veut acheter du Bitcoin, bon, il a tweeté quelques jours avant le symbole du Bitcoin et puis il y a eu une hausse extraordinaire, donc on est passé de 30 et quelques mille à 47 000 dollars le Bitcoin. Et là c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment un actif hautement spéculatif. Un autre exemple sur votre droite, en début de semaine on a annoncé que Evergrande, la firme immobilière chinoise, faisait des pertes colossales. Et cette information donc transite via les marchés financiers et ça fait trembler les marchés financiers parce qu'on anticipe qu'il peut y avoir une crise économique. Et donc du coup vous avez votre crypto-actif qui perd 7,5% de sa valeur. Donc c'est extrêmement volatile. Dans le slide suivant, je vous ai mis le graphique sur l'évolution du Bitcoin depuis sa création, à peu près de 2009 jusqu'à maintenant. Et vous voyez que si on prend la courbe, donc il y a une augmentation qui a été très significative et on est monté jusqu'à 64 000 dollars, ce qui est super impressionnant. Et les individus, ils se disent la blockchain, ça sécurise en fait les transactions. Comme le disait Véronique, on est sur un système libertarien, donc c'est génial, ça nous plaît, on peut investir dedans. Sauf que ça peut s'écrouler à tout moment. Un exemple dans le slide suivant. Alors vous avez
toujours sur le phénomène de l'information qui transite via les marchés, qui peuvent faire trembler les marchés. Il y a eu très récemment donc, une fake news sur le Litecoin, qui est une crypto-monnaie qui est assez connue. Cette fake news consistait à dire que Walmart, les supermarchés très connus aux États-Unis, allaient autoriser les paiements en Litecoin. Et en fait, Walmart, quelques jours après, a prévenu les investisseurs qu'il s'agissait d'un faux communiqué. Et du coup, le Litecoin avait flambé de 35%, et tout de suite, quand le communiqué démenti est sorti, le Litecoin a replongé. Donc ça, c'est très dangereux pour les investisseurs, et notamment pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ceux qui ne savent pas anticiper. C'est très difficile de constituer un portefeuille de crypto-monnaie et d'arriver à faire des bénéfices assez importants. Un autre exemple, c'est celui de la signature de Messi au PSG. On sait que Messi, il est payé aussi en crypto-monnaie, une partie de son salaire. Il est payé, si je ne me trompe pas, il est payé en fan token. Donc les fan tokens sont utilisés par les grands clubs de foot. Ils veulent utiliser ceci pour attirer les supporters et essayer de créer un espèce de lien social entre les supporters. Et quand Messi a signé le fan token, il est passé de 30 à 50 euros. Et quelques semaines après, il est reparti à 30 euros. Donc tous ceux qui ont acheté des fan tokens à 50 euros en se disant ouais, ça va augmenter parce que Messi est arrivé au PSG, manque de peau, ça a perdu de la valeur. Dans le slide suivant, autre problème lié aux crypto-monnaies d'un point de vue général, c'est tout ce qui concerne les cyberattaques et la cybercriminalité. Il y a beaucoup de plateformes en fait qui essayent de blanchir de l'argent. Et donc ça c'est l'envers du décor. En fait, on a l'impression que c'est une nouvelle monnaie qui va permettre de créer de nouveaux investissements dans des startups, mais en fait, il y a aussi l'envers du décor. Dans le slide suivant, vous avez un dernier exemple, puis je vais terminer là-dessus, en fait, qui est assez récent, qui date du 23 septembre. En fait, vous avez le fameux site bitcoin.org sur lequel vous pouvez acheter du bitcoin, qui a été piraté pour tenter d'escroquer des internautes. Donc, voilà, je vous laisse la parole. En fait, c'était juste un petit focus sur le fait que oui, on peut miser, comme le disait Keynes, comme une activité de casino sur des actifs financiers, mais voilà, le Bitcoin, même les cryptos, sont hautement spéculatifs. Alors en plus, j'ajouterais que ce qui pose problème aussi d'un point de vue global, c'est que les ressources financières qui sont déplacées sur ce type d'actifs ne sont pas dirigées vers une économie productive, et du coup ça assèche les possibilités de création de richesse et d'innovation. Et évidemment, la répartition derrière et le fait que certains puissent bénéficier de cette affaire-là. On a aussi un problème de redistribution qui se pose, et donc de participation des membres de la société au partage des richesses qui sont créées au départ. Donc au plan démocratique, on peut aussi, il n'y a pas que la question politique, il y a aussi la question financière et économique qui vient se greffer. Donc pour terminer, vous avez compris qu'on était très réservé par rapport à tout ça. Bon, on ne détonne pas des économistes de manière générale, je vous l'ai dit au début. Jean Tirole est très sévère, c'est un prix Nobel français sur ce Bitcoin. Il dit les gouvernements qui accordent leur sympathie au Bitcoin seraient bien inspirés de protéger leurs citoyens et leurs institutions financières contre un phénomène risqué et socialement nuisible. Et donc, il indique que ce Bitcoin, c'est finalement une bulle. Et la bulle, c'est rien d'autre que la promesse de revenus imaginaires. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de bulles qui ont circulé.
Alors pour finir, une autre critique qui peut être faite, c'est que ce Bitcoin va porter des risques environnementaux, puisqu'il faut réaliser des activités de minage. Ces activités, elles permettent la validation et le traitement des transactions réalisées, et ça se fait en faisant tourner les ordinateurs à plein régime et pour pouvoir résoudre des équations mathématiques. Donc cette consommation d'électricité est colossale, et évidemment tout ça a un impact sur l'environnement, et on peut imaginer aussi, ça en est un, sur la santé des populations. Donc ce Bitcoin, il a un prix positif. Alors là, il n'est pas encore à zéro, hein, sur les graphiques que je vous ai sélectionnés, mais il pourrait tout à fait y arriver. Bon, là, pour l'instant, il a un prix positif, mais prix positif d'ailleurs qui est fixé par l'offre et la demande. Hein, c'est la seule chose qui fait tenir cette affaire-là. Mais il n'a pas de valeur, et il a même une valeur négative du point de vue environnemental, et en lien avec les coûts qui sont induits par sa création, des coûts qui du reste ne sont pas intégrés dans son prix. Et donc quelque chose qui a un prix positif, une valeur négative, en analyse économique, les biens qui sont comme ça, c'est ce qu'on appelle des déchets, tout simplement. Et ce déchet-là n'est même pas recyclable. Donc, je finirai sur une question. Est-ce qu'il est finalement rationnel d'acheter des déchets non recyclables? C'est une bonne conclusion. Merci. Alors, vous avez La conclusion, évidemment ouvert à toutes les questions. Ne pars pas de coucher tout de suite, Stéphane. Peut-être une approche juridique du déchet. On est des spécialistes des déchets, par contre. Oui. Oui, je ne sais pas de quoi tu parles exactement. Alors, J'ai quelques idées. C'est radioactif habituellement, mais là, pour une fois, non. Et comme quoi, on revient toujours à ces amours. Donc, si vous avez des questions, alors vous êtes un peu refroidi peut-être dans vos intentions de réaliser. On a une question. En vrai, pas nécessairement une question. En fait, peut-être que c'est une espèce de collaboration au même des sciences planétaires. Oui. Parce que les débats du Bitcoin et de tous ces types de nouveaux monnaies, je pense qu'il manque un peu de nouvelles conceptions ou de nouveaux concepts qui viennent d'être très nouveaux, comme la neuroéconomie par exemple. La notion de utility, qui les économistes n'utilisent pas très beaucoup, ça semble un peu c'est peu proche de microéconomie, mais la notion de utility, je ne sais pas même comment on dit ça en français, mais c'est la notion de utility. Oui. Ces notions-là du point de vue même de chaque personne. Pourquoi? Parce que les trois caractéristiques que vous avez mentionnées d'une monnaie, il faut être calculé, il faut servir comme une base de calcul économique. Il faut servir aussi comme réserve de valeur. Et il faut être aussi servir comme moyen de paiement. Et nous, on a mentionné au moins 3-4 exemples du Bitcoin qui remplissent ces spécifications-là. Par exemple, le Messi, il est payé par ça, donc c'est un moyen de paiement, donc il fait des confiances. Quand il y a de spéculation, je suis contre le Bitcoin, je voudrais être clair maintenant. Mais pas Bitcoin seulement, sur autre chose. Mais quand il y a de spéculation, ça c'est une réserve de valeur.
Parce que s'il n'y a pas, des réserves de valeur, s'il n'y a pas de réserves, il n'y a pas de personne qui va l'acheter. Pourquoi? C'est la même chose que ça passait comme Lehman Brothers de 2008. C'est très similaire. Donc, les trois instruments pour définir une monnaie et se remplir pour les bitcoins. Ouais. Ouais. Il a des réserves, mais s'il accepte, par exemple, des réservoirs, il a un marché autour de ça. Donc, mais c'est pas un équivalent universel en tout non, cas. ça c'est autre chose. Moi, si je veux acheter un frigidaire demain, je ne peux pas. Oui, il y a une chose qui est différente. Qui ces instruments-là, ou ce crypto-active, la définition de crypto-active, c'est ça? Cette définition, c'est une chose nouvelle. Donc, ça veut dire, c'est vraiment une monnaie. La différence qui n'est pas une monnaie nationale. Il n'y a pas une force symbolique ou politique d'une représentant nationale. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, si la monnaie, il faut être nationale, le bitcoin n'est pas une monnaie. Mais s'ils sont seulement les trois caractéristiques, c'est bien sûr qu'ils sont remplis. Je pense. Peut-être c'est pas un équivalent universel. Mais il y a un qu'une, même les dollars. Le frigidaire, il vaut combien de bitcoins? Seulement, les pounds, elle était valeur universelle quand elle était liée avec l'or. Mais après la rupture de le lien Libra-or, il n'y a aucune monnaie qui ne sont pas fiduciaires. Dis-moi une monnaie qui n'est pas fiduciaire, qui est vraiment liée à quelque chose qui est fixe. Aucune chose, toutes les monnaies dans le monde sont fiduciaires. C'est comme le bitcoin. Mais si... Il n'y a pas. Non, je peux comprendre. Dis-moi une monnaie qui est fiduciaire, qui a une valeur fixe, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter avec... Ça, c'est autre chose. Avant... Alors, mais si, visiblement, mais... moi, j'ai pas envie de l'acheter demain, hein, donc... Je vais être clair. Avec les bitcoins, tu peux acheter quelque chose que tu veux. Quelque chose que tu veux. Quelque chose, oui. Avec cette histoire de blockchain, il y a un seul risque, je pense, vrai pour les crypto-monnaies est fini. C'est quand le moment que ça arrive, les blockchains, ça arrive le moment qu'il n'est pas possible même de faire tourner plus l'ordinateur. C'est la même chose que vous avez mentionné. Parce que, autre chose que je voudrais mentionner ici, les contrôles nationaux n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, la Chine, elle a interdit tous les commerces avec les aujourd'hui. Tous les commerces avec... D'ailleurs, le cours, il a dégringolé. Hein. Oui, aujourd'hui, tous les commerces avec le bitcoin. Donc, la question qui se pose n'est pas l'intervention ou pas du gouvernement. Parce que c'est clair que si tous les ordinateurs ils se tournent sur la base d'un esprit public, national. Il n'y a aucun ordinateur qui tourne sans une connaissance parce qu'il donne les IP. Ça existe. C'est forme de contrôle. La question finale, je voudrais finir ici. Les gouvernements nationaux et supranationaux, ils peuvent contrôler les bitcoins, ou même les autres monnaies. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt de faire ce contrôle. Ça, c'est la question, peut-être que c'est la force politique qui vient dessous. Et s'il n'y a pas de contrôle, peut-être qu'il y a des choses au-dessous. Par exemple, l'explication de la Chine, elle interdit, sont les trafics les plus grands trafics du monde, c'est des armes et des drogues. Ils sont commercialisés sous ce type d'argent-là. Il y a des grosses nationalités qui gèrent des économies sur cette base-là. Drogue et armes. C'est les plus grands commerces du monde. Il n'y a pas d'intérêt national ou supranational pour faire tomber cette histoire-là. Je suis complètement pessimiste s'il y aura un jour.
s'il y aura un jour les gouvernements nationaux qui va casser cette type d'histoire. Alors que les États utilisent eux aussi cet outil-là pour stratéger contre d'autres États. On l'a vu d'ailleurs, le Salvador, dès que ça a été adopté, Colombia, le cours Venezuela. Ça sans doute, mais c'est un autre problème. Ça ne change rien à la question de une monnaie, ça n'est pas qu'une rencontre entre offre et demande. Une monnaie, c'est autre chose, et le bitcoin, ce n'est pas une monnaie. En tout cas pour les économistes. Après, on peut avoir des définitions de la monnaie. Stéphane, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste rajouter que en fait, c'est pas une réserve de valeur. Le bitcoin n'est pas une réserve de valeur. Une monnaie qui est une réserve de valeur, c'est une monnaie qui a un cours assez stable. Effectivement, toutes les monnaies sont variables, sont à géométrie variable, et l'euro par rapport au dollar va toujours fluctuer un peu, mais les fluctuations sont très maigres. Et donc du coup, ça constitue une réserve de valeur, c'est-à-dire une réserve sur laquelle on peut s'appuyer. Quand on était dans le système de l'étalon or, on avait choisi l'or parce que l'or était très stable. Le problème, c'est qu'il n'était pas en quantité suffisante. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que le bitcoin est une réserve de valeur. Le Salvador l'a adopté. On l'a vu cet après-midi, quand la Chine a dit qu'il n'y aurait aucune transaction en bitcoin, le bitcoin a perdu 6%. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire aux personnes, aux habitants du Salvador, écoutez, maintenant ce que vous avez acheté aujourd'hui, la valeur de vos biens, c'est 6% de moins. Et si vous avez de l'épargne en bitcoin, puisqu'en fait c'est ça l'idée du président du Salvador, Bukele, c'est que ses compatriotes qui travaillent à la Silicon Valley fassent des transferts de cash directement dans le pays. Eh oui. Donc du coup, ceux qui ont sous leur matelas des bitcoins, eh bien, moi je les plains parce que c'est pas une réserve de valeur. On peut pas thésauriser du bitcoin. La thésaurisation, ça se fait sur une valeur fixe. Et le bitcoin, malheureusement, je vous ai montré les courbes, c'est pas une réserve de valeur. C'est peut-être un moyen de paiement, parce qu'effectivement au Salvador, maintenant qu'on a adopté cette monnaie, les firmes sont pieds et poings liés, elles sont bien obligées d'accepter le bitcoin. Donc vous avez McDo, Starbucks, etc. qui acceptent le bitcoin. Ok. Est-ce que ça va se généraliser? J'en suis pas certain. Donc c'est un moyen de paiement partiel, c'est une unité de compte qui ne peut pas s'appuyer sur un système électronique pour l'instant, électronique au sens de l'autorité des marchés financiers, au sens de l'AMF, et ce n'est pas une réserve de valeur. Oui, El Salvador a conservé le dollar quand même. Les deux. Alors c'était déjà une situation assez étrange que dans un pays qui n'est pas les États-Unis, ce soit le dollar qui soit la monnaie officielle. Donc là, ils ont deux monnaies et on imagine bien à quel point ils vont pouvoir se faire attaquer par les voisins, ce qui a commencé, et ce qui les met dans des situations. Alors, tu as parlé de la souveraineté. Là, on retrouve vraiment tout le problème de la souveraineté. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que les États passent par des coups tordus en douce. D'ailleurs, on sait très bien que tant les États-Unis que les Russes savent très bien intervenir sur le marché. Il y a tout un tas de signaux d'alerte qui montrent qu'ils utilisent. Et la Chine, qui est un vrai État, coupe les... Surtout qu'elle a des stratégies pour sa propre monnaie, et du coup elle est dérangée par cette affaire-là. Et elle prend une décision forte qu'elle peut prendre en étant relativement dominante. Est-ce qu'on connaît la position de la Banque Centrale Européenne ou de la Réserve Fédérale Américaine, par exemple, sur ces questions de Bitcoin ou de crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a une position de principe au niveau de ces banques? Je ne sais pas si c'était une réponse, mais moi j'ai lu récemment, là, en tout cas... Je ne sais pas si Stéphane a entendu la question. Est-ce Stéphane, que... tu as entendu la question? Il est demandé si on connaît la position de la banque américaine ou de la Banque Centrale Européenne. Oui, en tout cas, on connaît la position de Christine Lagarde au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est un cryptoactif, ce n'est pas une monnaie.
c'est un actif hautement spéculatif. Voilà, ce sont les termes de Christine Lagarde. Donc ce que fait en ce moment la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle essaye de réfléchir à une monnaie électronique, de manière à étendre une monnaie électronique qui ne serait pas un actif spéculatif. Alors le FMI dit la même chose, hein. Ils ont tous en fait le même discours. Et ils définissent de la même manière. Il y a eu des flottements un peu au début, et on l'a vu, même ici en France, certains politiques disaient qu'il fallait essayer de fonctionner avec tout ça, etc. Mais maintenant, les postures sont quand même plus prudentes. Hein. Et les économistes se sont exprimés tous les uns derrière les autres, ont fait des tribunes pour réaffirmer que ça n'est pas une monnaie, que c'est dangereux. Que, voilà. Alors après, le débat, c'est est-ce qu'il faut interdire, pas interdire. Voilà, là, pour le coup, c'est un problème démocratique. Et de choix de société. Bien. Bon, sur le chat, ça déchaîne les passions. Cette discussion, il y a énormément de messages qui sont bon, plus de l'ordre du commentaire. Ils sont accessibles en rediffusion. Et ça... Non. C'est relativement calme, mais chacun a ses opinions. Il y a finalement peu de questions. Donc Estelle a posé une question, mais Stéphane a répondu dans le chat sur le fait de pouvoir acheter avec du Bitcoin un peu tout et n'importe quoi. Oui, mais pas de partout, en fait, la réponse était. C'est vrai, mais c'est pas de partout. Et ensuite, Sylvain Rig, on ne sait pas bien qui c'est, nous demande, sommes-nous capables d'évaluer le coût environnemental que peut avoir la crypto-monnaie? Il y a des travaux qui sont faits. Il y a des Allemands qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a des travaux qui sont faits et qui sont trouvables assez facilement sur ces questions-là. Ok, bon, ben Sylvain Rig, qui que tu sois, Voilà. n'hésite pas à revenir vers nous pour plus d'informations. Ou utiliser tes codes pour aller chercher les travaux en question sur les bases de données que nous payons clairement. Et pas en Bitcoin. Très bien, s'il n'y a pas plus de... un autre viewer nous demande s'il peut avoir le lien dans le chat. Donc là, non, on n'a pas le lien à disposition là tout de suite. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat, donc on va vous remercier très chaleureusement pour cette intervention très complète. Avec un éclairage multifacette sur le Bitcoin. Et donc on va laisser la place à Zora Benfoda et Patricia Giannoni qui nous ont préparé une intervention sur la réalisation des médicaments à partir de l'identification d'une cible jusqu'au test préclinique et